Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Qu'est-ce qu'un révolté, monsieur? Quand un homme est broyé et qu'il se tait, c'est un individu normal. S'il proteste et réclame son droit, c'est un révolutionnaire. René Char in Le Soleil des Eaux, 1949. Yetno Ougaa pour mot d'ordre. L'année 2019 fut une escale phare dans l'histoire algérienne, marquée par le Hirak, un mouvement citoyen d'une grande ampleur surgit des tripes d'une patrie en dissidence, déterminée à déboulonner pacifiquement le régime Bouteflika et ses symboles. Au petit matin du 22 février, d'énormes foules d'Algériens, toutes tendances confondues, étaient descendues dans la rue, au cri de « Non au 5e mandat de la honte ». Il y en a marre? Système dégage, vive la démocratie pour une deuxième république? Le monde entier a assisté, presque dans un état d'étonnement mêlé d'admiration, à l'un des plus pacifiques soulèvements populaires du XXIe siècle, nommé par les siens, Révolution du sourire. Si la candidature au 5e mandat d'un grand malade, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika, fut l'une des raisons de cette mobilisation citoyenne inédite, il n'en reste pas moins que la volonté de changement démocratique qui habitait, depuis longtemps, les Algériens en était l'élément déclencheur. Le peuple a décidé d'écrire tout seul son propre roman national, n'en déplaise à ces élites gérontocratiques, nombrilistes et rentières, en rupture avec ceux qu'elles sont censées représenter. Cela dit, même si Bouteflika avait quitté la scène le 1er avril suivant, soit près de 2 mois après le début du mouvement de la protestation, forcé à la sortie aussi bien par la pression des masses que par celle de l'état-major de l'armée, la colère populaire n'aurait pas pour autant diminué. Les Algériens qui squattaient la rue chaque mardi et vendredi, reprenant en chœur les mêmes slogans hostiles à leurs dirigeants comme lors de leur première manifestation, ne croyaient pas trop, semble-t-il, à ce qui s'apparentait plutôt à un poisson d'avril. Ils aspiraient à autre chose qu'un simple rafistolage de circonstances, à savoir une deuxième république, démocratique et citoyenne, construite sur de nouvelles bases avec la participation massive de la jeunesse. En dénonçant les dérives d'un système hors service, vieux de plus de 50 ans, opaque, rentier, corrompu, incapable de faire sa mue, il voulait l'instauration d'un état de droit qui garantit la séparation des pouvoirs, les libertés individuelles et collectives, le pluralisme. Bref, Yetno Ougaa à accent circonflexe est devenu au fil du marathon des manifestations un cri de ralliement populaire. Le vent en poupe, la vague du dégagisme a charrié sur son passage toutes les frustrations algériennes. 2. Un malaise social profond. Le réveil populaire fut d'autant plus surprenant que depuis fort longtemps, les Algériens furent incessamment travaillés par 2 passions contradictoires. D'un côté, ils sentaient le besoin de tout changer, et de l'autre, ils ne faisaient rien pour y parvenir. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils se sont toutefois efforcés de les satisfaire tous les deux à la fois, en adoptant le wait and see pour attitude. Puis, curieusement, ils se sont consolés d'être placés en tutelle en pensant qu'ils ont eux-mêmes choisi leur tuteur. C'est ainsi qu'ils ont rendu moins rare leur recours à l'action collective, qu'ils ont réduit leur citoyenneté dans un petit espace qui se dérobait peu à peu à toute grille d'analyse, recherchant en vain la figure tutélaire du Zaïm, l'homme providentiel, éternel sauveur de la nation en temps de crise. L'esprit touché, les miens ont comme perdu alors en quelque sorte le privilège de l'espoir. Qu'est-ce en effet qu'avoir de l'esprit? S'est interrogé un jour Louis de Broglie, si ce n'est être capable d'établir des rapprochements inattendus qui instruisent, qui mobilisent. Il se trouve que chez nous, l'esprit participatif du militantisme, à l'origine de toute mobilisation citoyenne fructueuse, a été presque étouffé dans l'œuf par la dictature. Comme pour compenser, ou peut-être conjurer leur désenchantement, les Algériens se sont alors détournés de la chose politique. L'agora de la cité fut vidée de sa substance, et la parole longtemps confisquée fut comme suspendue aux lèvres de foules de citoyens assujettis et désarmés par le syndrome de la désunion. La fragmentation, écrit un chroniqueur algérois, est tellement importante qu'il suffit d'interroger les jeunes d'où qu'ils viennent et chacun s'identifie à son quartier, sa ville, sa région. Je suis de Bab el-Oued, je suis de Soustara, je suis de l'Est, de l'Ouest. Personne n'a été instruit de penser qu'il est avant tout algérien. Voilà ce qui fut destructeur dans une période de déprime sociale, aussi aiguë que durable comme la nôtre, où les masses se sont retrouvées orphelines d'élite, tout entraînées malgré elles dans une spirale inexorable de répétition de l'échec.
Une spirale qui n'a eu du reste d'autres conséquences que le spectre de la désespérance. Cela dit, cette génération de jeunes sans repères, réduite à la marge contre elle-même, sans grande possibilité de parler ni de proposer ses choix, n'aurait éprouvé qu'un vide intérieur qui s'est transformé en ressentiment et en colère. Les études ne garantissent plus comme avant un travail, un logement et une stabilité financière pour fonder un foyer et jouir d'une vie conjugale normale. Outre le chômage de masse, celui des diplômés est une réalité à prendre très au sérieux, en Algérie. Les embarcations de fortune arrêtées ces derniers temps, par les gardes-côtes des deux rives de la Méditerranée ne comportent pas, à ce que l'on sait tous, que des décrochés du système éducatif, mais aussi des jeunes instruits et compétents. Bouillonnant de désespoir comme d'une rage de revanche sur cette société, la nôtre, qui leur a tourné dédaigneusement le dos, ces malchanceux mettent toute une carrière d'études couronnée parfois de diplômes supérieurs à un stade très avancé, master et doctorat, mais hélas sans importance, entre parenthèses. Ils sont prêts à griller toutes les frontières, quitte à devenir des aragas ou des sans-papiers en Europe, afin de se frayer un passage vers ce qu'ils considèrent comme leur escale de dernière chance. Le seul tremplin qui permet à leurs yeux de partir ailleurs, fuir rentiers, bureaucrates et despotes, obtenir un visa et emprunter la mort dans l'âme, le chemin de l'exil. Pour résorber l'humiliation d'être sans emploi dans une société devenue trop individualiste, matérialiste et moins tolérante, ces jeunes-là ont décidé de prendre le large et suivre la vague des partants. Touchés par la détresse de mal vivre leur présent et d'envisager leur futur, ils ont accepté le sacrifice du déchirement, de la rupture et d'El Gorva, exil. Vivons peut-être sans bonheur à l'étranger, mais bien loin du mépris des nôtres, se disent la plupart d'entre eux en leur fort intérieur pour donner un peu de crédit à leur aventure à risque. Correcteur, il y a maintenant 2 ans, lors du baccalauréat, un prof de Constantine, l'est du pays, n'a pu rester insensible aux nombreuses marques de dépit, inscrites par une poignée d'élèves candidats à la marge de leur feuille d'examen. Des cas de détresse, reconnaît-il, inquiets, qui en disent long sur un malaise social profond et qui méritent une étude sociologique approfondie. Mais pourquoi l'Algérie délaisse-t-elle ses propres enfants de cette façon si ingrate? Pourquoi ne pense-t-elle pas à leur avenir? À quand la fin du mépris de la jeunesse? J'ai croisé moi-même, récemment un ingénieur d'une importante société d'hydrocarbures implantée au Grand Sud, le Sahara, dans une cafétéria à Béjaïa, Kabylie, qui, tout joyeux qu'il fût, m'aurait quand même avoué entre 2 verres qu'il voulait partir. « Mais où » lui répliquai-je tout étonné. « N'importe où pour peu que je quitte cette roue qui tourne dans le vide », lâcha-t-il dépité. « Ne me dis pas que tu es gangrené toi aussi, comme tous ces jeunes-là par le virus de l'Arga, l'émigration clandestine ? Peut-être que oui, me souffla-t-il avant de me jeter un clin d'œil complice. En scrutant bien le regard de mon interlocuteur, j'ai senti comme une étincelle de sincérité jaillir de ses yeux. Et pourtant, me confirma-t-il juste après, ça paye bien là où je bosse, il y a de l'esprit d'équipe, et l'ambiance dans les chantiers d'exploration est plutôt sympathique. Pourquoi alors ? C'est comme ça, balança-t-il l'air blasé. Des centaines d'étudiants, de chômeurs, de cadres et d'intellectuels partagent aujourd'hui le même état d'esprit, le dégoût et l'ennui dans une société à bout de souffle. Partirait, à ce qu'il paraît, la maladie du siècle en Algérie. Écrasé par les frustrations de toutes sortes, le poids des tabous, la trahison des élites, la ritournelle étouffante de la bureaucratie qui trône dans les couloirs des administrations, le reliquat mémoriel traumatisant de la guerre civile 1991 à 2000, avec ses ombres fantomatiques, la jeunesse algérienne ne fait que ramasser les miettes de l'espoir dans un désert d'illusions. Dans Les Bienheureux, un film de la réalisatrice Sofia Djama ayant reçu le prix de la meilleure interprétation féminine à la section Horizonti du Festival de Venise en 2017, c'est tout ce vécu de souffrance qui est raconté avec subtilité à travers le récit d'un couple d'anciens militants de la révolte d'octobre 1988. Samir, l'époux, gynécologue de son état, est en instance de divorce avec sa femme, Amal, une professeure d'université complètement désabusée. Pris d'inquiétude quant à l'avenir incertain de son fils unique qui poursuit médiocrement ses études à la fac, le médecin passe, en compagnie de sa femme, le plus clair de son temps, sans crainte d'attraper la cirrhose, à faire le tour des restaurants chics de la capitale et à boire du bon vin de Mascara dans les beaux appartements de ses amis intellos. Les vieux n'ont désormais qu'une seule hantise, sorte de rond-point où convergent les rêves de chaque Algérien.
tracer à leurs fils coincés dans une Algérie sans rêve dont ils ne supportent guère la dictature, la corruption et l'hypocrisie religieuse, une route vers l'étranger, vers l'exil. Saisissante, l'image du désarroi de ses parents est comparable en bien des points au supplice de Tantale, dans la mesure où, appartenant pourtant à la classe petite bourgeoise et disposant de suffisamment de moyens, ils ne sont en mesure d'offrir à leurs fils que la solution du départ vers l'inconnu. Le réalisateur de ce film n'a-t-il pas lu par hasard dans la boule de cristal pour tomber là où stagne le cerveau du jeune Algérien? Tous ces horizons bouchés, toutes ces clôtures morales, tous ces espoirs fanés, n'étaient-ils pas les ferments du Irak 2019? C'est par là aussi que l'intégrisme islamiste était passé. Ce dangereux phénomène s'est comme socialisé, au moment même où, sur la corde raide, le régime, fidèle à sa nature militaro-bureaucratique, semble s'être profondément enlisé dans la corruption. D'autres fléaux collatéraux tels que l'épidémie du matérialisme et l'enrichissement illicite banalisé ont fait leur intrusion dans le panorama social. En clair, et comme nous le verrons bien dans les chroniques de cet ouvrage, les colères algériennes n'étaient pas venues toutes seules du néant. Au recul de la culture, de la société et de l'économie s'est greffée la blessure symbolique de la Hogra, le mépris, infligé à l'amour-propre de la jeunesse. Puis, une fois les craintes du chaos généré par le cyclone du printemps arabe disparues, les Algériens ont comme materné tous les fatalismes du monde pour se procurer un faux justificatif au statu quo. Ébranlés par les séquelles d'une grave crise sociale, ces derniers n'ont pas pu se projeter dans l'avenir. Autrement dit, face à un régime opaque, recroquevillé sur ses fausses certitudes, confiné dans des postures de repli impuissants, sans aucun projet de société clair et perdant jour après jour de sa crédibilité, ils n'ont fait que prendre leur mal en patience. Et si d'aucuns, une minorité d'entre eux bien sûr, se disaient que l'espoir était peut-être permis, ils déchanteraient rapidement dès qu'ils auraient mis un pied dans une administration publique, ou se seraient confrontés au plus grand parti de la nation, les défaitistes. Cette défaite morale n'est pas due seulement, comme le pensent certains, au système qui a forcé ces Algériens-là à baisser les bras, mais aussi à ces derniers qui refusaient de croire en leur destin et en la société civile, absente sur le terrain des luttes démocratiques. La misère psychologique de la masse, le mot est de Sigmund Freud, est devenu un syndrome incurable dans la rue algérienne, où l'on ne sentait que le vide dans les discussions, le dégoût la résignation. Du nord au sud et de l'est à l'ouest du pays, un même refrain revient en boucle dans les slogans de jeunes désemparés, y en a marre. Les Algériens nourrissaient comme un sentiment d'abandon, de déclassement, de laisser pour compte. En panne, l'ascenseur politique fut dans l'incapacité de construire une route vers des lendemains meilleurs. C'est le blocage. L'impact d'une telle crise sur les consciences fut atroce. Preuve en était que même avec un président en fauteuil roulant, devenu virtuel durant plus de 7 ans, l'opposition n'a pu faire le poids devant des rentiers aux bras longs, disséminés un peu partout dans les appareils de l'État, les administrations publiques, les médias, les organisations de masse, le foncier, le secteur de l'importation, etc. 3. Un pays traversé par des crises cycliques. Après des années de réformettes placebo et de contre-réformettes des plus diverses, à propos de tel ou tel secteur, telle ou telle crise, les Algériens se voient comme attachés à des zéros qui tournent en rond. Si l'on pense par exemple au processus historique de l'Algérie, surtout en ce qui a trait au créneau économique, on ne peut s'empêcher de se référer au livre culte, Le développement du sous-développement, paru en 1969 chez Maspero, du grand économiste allemand André Günther Frank. Pays à caractère agricole par excellence, l'Algérie s'est fourvoyée dès le recouvrement de son indépendance dans des logiques contradictoires, oscillant entre domaines autogérés et coopératives agricoles, de type socialiste. Gâché dans les luttes de pouvoir, l'intermède 62 à 65 fut un total fiasco sur tous les fronts. Après le socialisme de la mamelle des années 1970, les 3 révolutions industrielles, agraires et culturelles, l'élite nationale incarnée par l'armée et le Front de Libération Nationale, FLN, s'est orientée sans grand succès vers le PAP, programme anti-pénurie. Le slogan « Pour une vie meilleure » a donné à l'Algérien lambda la fausse illusion de prospérité. Ce dernier a cru par naïveté que son pays, ouvert à l'époque à l'économie de bazar, à l'infita et à l'importation intensive du shampoing, des fromages étrangers ainsi que des bananes, était en passe de se hisser au rang des nations développées.
Comme conséquence immédiate, la culture du cultivateur de la terre, le fellah, auparavant fortement encouragée par Boumedienne, fut vite remplacée par celle des souk el-fellah, marché de l'agriculteur en traduction littérale, ces grands magasins où affluent de nombreuses foules de ruraux fraîchement citadinisés pour découvrir la belle vie à l'européenne, sous l'œil bienveillant et contrôleur de l'État-providence. Tout cela au nom du socialisme toujours. Hélas. L'euphorie des Algériens fut de courte durée, d'autant que la baisse des prix du baril de pétrole et le krach économique de 1986 ont plongé tout le pays dans le fameux printemps d'octobre 1988. Sur le terrain, la situation économique fut beaucoup moins reluisante qu'il n'y paraît. L'ère du colonel Boumedienne, malgré sa poigne de fer, fut dès l'entame, en 1979, de la présidence de Chadli Benjedid l'âge d'or tant fantasmé pour beaucoup de générations d'Algériens déçus. Choc pétrolier, dettes extérieures, dépression économique, corruption endémique, problèmes de logement, pénurie, instabilité sociale, fuite hémorragique des cerveaux, tout a été mis à la sauce pour pourrir la vie de la jeunesse. La cassure entre le peuple et ses élites était déjà là, et les événements d'octobre ne furent que la résultante du mépris autoritaire de ceux d'en haut, les soi-disant super-algériens, vis-à-vis de ceux d'en bas, les Algériens du deuxième collège. Il est vrai toutefois que même s'il avait commis des erreurs sur le volet des libertés individuelles, le problème identitaire, l'interdiction formelle de l'usage de la langue berbère tamazirt, et dans la question de la révolution agraire, Boumedienne n'en était pas moins en quelque sorte un pionnier en matière de réformes industrielles. L'Algérie s'est transformée, grâce à une stratégie économique optimiste et à la vingtaine de milliards de dollars perçus de la rente pétrolière, en un immense chantier. Ainsi s'était-elle dotée d'une infrastructure industrielle très solide qui est restée, des décennies durant, un patrimoine industriel inestimable pour toute la nation. Néanmoins, le manque de vision à long terme des dirigeants de ces années-là, conjugué à la conjoncture internationale peu amène de l'époque, ont pesé lourd sur l'Algérie par la suite. Les perturbations sociales du début 1990, la guerre civile, le choc social, le malaise identitaire en tirent peut-être leur origine. Affaiblis économiquement jusqu'au point d'aller s'endetter pour végéter, pillés, désunis, meurtris, perturbés par les ingérences étrangères, poussés dans le piège de la haine de soi et de ses racines, l'Algérie n'a pu compter que sur le courage et la débrouillardise de ses enfants pour se relever. Enfin, le mythe de l'économie mono-exportatrice des hydrocarbures sous l'ère Bouteflika ne fut qu'une arnaque supplémentaire. Les exécutifs qui se sont succédés depuis 1999, 13 équipes gouvernementales au total, date de l'accession de ce dernier à la magistrature suprême, n'ont jamais eu de programme pragmatique pour relancer le chantier de la diversification économique, se contentant de manipuler les masses par les recettes de la rente pétrolière en vue d'acheter leur silence. La bourgeoisie de Comprador, décalque des économies en faillite de certains pays de l'Amérique latine, s'est imposée dans les rouages du système, frein à l'investissement extérieur, bureaucratie systématisée, blocage du développement local. Ce qui a fait de l'économie informelle le moteur de l'économie nationale, avec des répercussions socio-économiques sur le tissu social. Sans surprise, malgré l'embellie financière réalisée grâce à la flambée exceptionnelle des prix du pétrole entre 2004 et 2014, l'Algérie se trouve presque en naufrage économique aujourd'hui. Alors que les dépenses militaires ont augmenté et la corruption s'est renforcée, des pans entiers de la population, en proie à une misère grandissante, sont aux prises avec un quotidien difficile. Bref, les perspectives économiques post-de 021 restent floues et soulèvent déjà des inquiétudes pour bon nombre d'Algériens. Fâchés, paraît-il, avec le pragmatisme, les chiffres et les statistiques, l'Algérie se contente de dogmes et de slogans au ras des pâquerettes, avec une pratique renforcée de la langue de bois à tous les niveaux de la hiérarchie. Rappelons d'ailleurs, au passage, que les négociations secrètes avec les institutions financières internationales, les démarches pour s'endetter auprès du FMI et les mesures économiques antipopulaires prises à partir de 1995, n'ont jamais été discutées en grand public, mais imposées d'en haut par un cercle restreint de décideurs, politique du tout sécuritaire de l'époque oblige. Notre mal en Algérie vient de là, de l'entêtement de ceux qui gouvernent à toujours avoir raison, à ne pas tendre l'oreille à ceux d'en bas, à les marginaliser, à les mépriser, à les réprimer. Jetés hors du circuit politique,
Le peuple a souffert en silence de ce que j'ai appelé dans mes chroniques, le syndrome d'apatride émotionnelle. Il a développé inconsciemment une attitude grave, du genre « La patrie, c'est le pouvoir, les élites, les militaires, les décideurs, ce sont tous les autres, sauf lui qui ne pèse rien hélas sur la balance des valeurs. » Cette représentation, fausse aussi bien sémantiquement que symboliquement, découlant d'un ressentiment populaire refoulé, a séparé la base du sommet. C'est la résultante logique du mépris de ces élites-là, peu enclines à dialoguer avec leur peuple, et n'ayant jamais réussi à susciter son adhésion à leur projet par un système éducatif et culturel performant. Mais pourquoi ces dernières étaient-elles à ce point nombrilistes et complexées par l'enjeu de la démocratie, au point d'égarer les Algériens au milieu du gué, entre le gris et le noir, l'amertume et le défaitisme? Pourquoi n'ont-elles pas mis un point d'honneur à traiter avec respect, probité et rigueur la question de la transition démocratique, avant qu'elle n'ait éclaté au grand jour avec le Irak? Chronique 2016. Problème de mentalité. Vendredi 22 janvier 2016. Et voilà qu'avec la baisse des prix du pétrole, le temps des vaches maigres s'annonce à grand bruit. L'Algérie monotone et à la tête malade, ayant longtemps joué le rôle de la cigale dans la fable de la rente, regrette aujourd'hui la persévérance de la fourmi. Mais peut-elle rattraper tout le temps perdu alors que, depuis des décennies, elle n'avait adopté aucune stratégie pour sortir de sa dépendance alimentaire et économique? En attendant la réponse, passons vite à autre chose, le problème des mentalités. Je pense que comme tout pays du tiers-monde, l'Algérie en souffre. Or, si celle-ci veut changer, ne serait-ce qu'un aspect de cette crise complexe qui la ravage, il lui faudrait d'abord commencer par la réforme des cerveaux, une finalité qui devrait s'inscrire dans le droit fil du combat de tous les jours. Pour cause, l'élan démocratique pris, il y a plus d'une décennie par la société algérienne, s'est brusquement heurté en amont, aux petits calculs politiciens, et en aval, à la toile des inquiétudes citoyennes, chute du pouvoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.